Euh, Bonjour à tous, donc je m'appelle Soline Castel et je suis très bien. Et donc je suis une des 184 citoyennes qui a participé à la Convention citoyenne sur la fin de vie. Alors je vais juste avoir besoin de commencer en vous demandant si quelques personnes d'entre vous peuvent me donner un mot si je dis Convention citoyenne. Sans parler fin de vie, juste Convention citoyenne, quel mot vous vient à l'esprit? 184. Ok. Tirage au sort. Macron. Démocratie. CESE. Climat. Pardon? Climat. Climat. Écran de fumée. Merci. Et si je vous dis fin de vie, est-ce que vous auriez un mot? Alors je suis désolée, un mot. Plus difficile. Jeanne Garnier. Ça fait deux. Bon, ça passe. Complexe. Soins palliatifs. Mort. La vie, jusqu'au bout. Aide à mourir. Tous concernés. Ok. Souffrance. Accompagnement. Merci. Et bien moi, en fait, ma relation avec les soins palliatifs, elle a commencé ici. Elle a commencé il y a quelques années, au rez-de-chaussée, dans la chambre 20. Madame Perrin, vous l'avez peut-être appelée comme ça, moi j'ai appelé maman. Elle était hospitalisée depuis au début de l'année 2018. À ce moment-là, moi j'étais volontaire en Colombie avec mon mari et mon fils de 2 ans. Et suite à un appel de mon papa, suite à un appel à l'assurance pour demander un certificat de mort imminente, nous avons débarqué ici un soir. Et en fait, moi ce lieu est très important pour moi parce que c'est ici que j'ai rencontré pour la première fois ma nièce, Philippa, qui était née quelques mois avant. C'est ici que j'ai eu mon premier fou rire avec elle dans la chambre de ma maman. C'est ici que j'ai pleuré parce que je ne trouvais pas les mots pour dire au revoir. C'est aussi ici que j'ai eu mon dernier câlin avec elle. Et c'est aussi ici que j'ai rencontré une bénévole de Jeanne Garnier qui, quand mon fils de 2 ans et toutes ses cousines avaient étalé des jeux partout dans le hall et que j'étais en train d'essayer de ranger, m'a dit « Écoutez, c'est pas votre préoccupation, je m'en occupe ». C'est aussi ici que j'ai rencontré une soignante et je vais m'arrêter 2 minutes là pour vous demander si je peux vous appeler tous soignants. Pas parce que vous avez un diplôme dans le soin, mais parce que vous soignez au quotidien avec des manières différentes. Que ce soit en gérant le budget de Jeanne Garnier, que ce soit en étant bénévole, médecin, voilà, vous êtes tous dans le soin et dans l'accompagnement des personnes. Donc c'est une soignante qui, quand je lui ai demandé de remettre bien le collant de ma maman sans vie, il y avait son collant qui rebiquait, et puis vraiment je me suis dit qu'elle n'allait pas être bien. Et quand je lui ai demandé est-ce que vous pouvez remettre le collant de ma maman, en me disant que ma question était un peu ridicule, elle m'a dit bah oui pas de souci, voilà, j'attends que vous soyez sortis de la chambre et je m'en occupe. Elle m'a dit ça avec beaucoup d'empathie, beaucoup de compréhension sur ce que je vivais. Donc c'est ici que j'ai vécu beaucoup de choses et c'est ici que mon histoire avec la fin de vie a démarré. Et puis cette histoire, elle a continué. Et si je vous raconte un peu cela, c'est aussi pour que vous compreniez que je connais votre travail vraiment de l'intérieur. Et ça m'a suivi tout au long des 9 sessions de la Convention citoyenne. Et donc en fait, quand j'ai été appelée en octobre dernier, voilà, ma relation avec la fin de vie, c'était ça. Quand on m'a appelée pour me dire qu'il y a une convention citoyenne sur la fin de vie qui va se dérouler, est-ce que vous souhaitez être membre de cette convention? Pour moi, la fin de vie, les mots que j'avais envie de dire, bah, c'était que c'était dur, mais c'était surtout beau, c'était serein, c'était apaisé. Quand j'ai reçu cet appel, j'étais au milieu d'un déménagement, on me dit que cet appel n'a aucun but commercial. Bon, très bien. Je dis oui tout de suite. Je croise un peu les doigts pour être sûre d'être prise et d'être gardée. Et
je remercie parce que mon mari était là à ce moment-là, il m'a dit oui, oui, vas-y, fonce. Bon, c'est lui qui a eu les 9 week-ends tout seul avec mes 3 garçons. Voilà, c'était aussi intense que les miens, je pense. Voilà, et en fait, moi, je croisais les doigts pour être sûre d'être gardée. En fin de compte, quand j'ai su les critères de tirage au sort, j'avais de fortes chances d'être gardée. Déjà parce que j'étais une femme et que c'était plus difficile pour les femmes de se libérer. Ensuite, là, j'ai le niveau de diplôme. Moi, j'étais j'étais salariée, mère de famille, et je vivais dans le rural. Alors là, c'était tout bénef pour moi. J'avais toutes les chances d'être gardée pour la convention. Donc ça, c'est juste pour vous faire un peu un panel de comment ça a été réparti. Donc comme vous avez vu, voilà, on n'a pas eu 50-50, enfin ils n'ont pas eu 50-50 au niveau femmes et hommes. Les hommes se libèrent plus facilement. Voilà, au niveau des tranches d'âge, c'était très intéressant parce que ça allait de 20 ans jusqu'à 84 ans, je dirais. Donc il y avait vraiment de tous les âges. Le niveau de diplôme, qui était très diversifié, et c'était ça qui était très intéressant, j'en parlerai peut-être plus à la fin. Voilà, de voir que des gens avec des niveaux d'études, des niveaux de compréhension de certains sujets pouvaient être dans un hémicycle comme à l'Assemblée nationale et avoir tous des questions extrêmement pertinentes et des réflexions extrêmement pertinentes. Et ça a été une vraie leçon pour beaucoup d'entre nous. Voilà, entre le type de lieu de vie, les catégories socio-professionnelles, bon ça c'était un des critères, et également par région, et il y a eu quand même 10%, donc il y avait 3 personnes d'outre-mer, une personne de la Réunion, une personne de Martinique et une personne de Guadeloupe, qui sont venus pendant les 9 week-ends, qui ont pris l'avion à chaque fois, avec le décalage horaire et tout ce que ça implique, mais ils étaient présents et très heureux de pouvoir représenter l'outre-mer, ce qui n'était pas gagné au départ. Donc voilà. La convention s'est déroulée sur 3 phases. Donc il y avait 9 week-ends entre décembre et avril. Qui était séparée en 3 phases. La première, c'est l'appropriation et la rencontre. Voilà, on débarque tous là-dedans, personne ne se connaît, comment ça se passe, qui est quoi, qui est qui. La deuxième phase de délibération, donc là où on est plus centré dans le fond du sujet et dans la compréhension de tous les enjeux que ça impliquait. Et la troisième phase d'harmonisation et de restitution pour pouvoir remettre ce document et écrire tout ce qu'on avait envie d'écrire dedans, tout le résumé de nos travaux. La première phase, ça a été la phase où on a découvert le CESE. Donc le CESE, c'est le Conseil économique, social et environnemental. C'est la 3e Assemblée de France. Il y a le Sénat, il y a l'Assemblée nationale et il y a le CESE. C'est une assemblée qui est consultative. Le Sénat et l'Assemblée nationale sont dans la décision, le CESE est consultatif. Et c'est le président de la République qui a nommé le CESE pour organiser cette convention. Donc c'est récent, non? Alors, C'est le président de la République, c'est le... Oui, c'est Emmanuel Macron. Oui, les conventions citoyennes, les conventions citoyennes ont été initiées par Emmanuel Macron. Oui, mais le CESE, il existe. Non, le CESE par contre existe depuis beaucoup plus longtemps. Mais le fait que ce soit eux les représentants, enfin les organisateurs de la convention citoyenne, c'est Emmanuel Macron. Alors c'est qui le CESE en dehors des conventions citoyennes? Alors je suis pas... Non mais vous les avez rencontrés? Alors je les ai rencontrés, oui, tout à fait. Alors, peut-être que... ouais, j'en ai un petit peu. Donc ça, c'est tous les acteurs de la convention. En fait, ici, je veux vous montrer que... Donc nous, on était... Alors 185, oui, parce qu'il y a une jeune femme qui a trouvé un travail au milieu de la convention et qui a donc dû partir parce que commencer un travail en disant que tous les vendredis après-midi on n'était pas là, un peu gênant. Donc nous avons terminé à 184. Et en fait autour de nous il y avait toute cette ruche
qui étaient présents. Donc c'était assez impressionnant et pour moi ce premier week-end ça a été un week-end assez vertigineux de rencontrer toutes ces personnes-là. On avait tous des colliers de différentes couleurs, voilà, pour essayer un peu de nous aider. Et donc dans les acteurs qui ont fait la convention, il y avait le comité de gouvernance. C'est surtout eux avec qui on a travaillé. Il y avait notamment des membres du CESE. C'est des conseillers. En fait, le CESE est formé de, je ne sais plus, entre 150, je dirais, conseillers sur différents sujets économiques, sociaux et environnementaux, qui peuvent faire des rapports, qui peuvent faire des consultations pour essayer d'avoir des réponses sur certains sujets. Voilà. Et donc, certains membres du CESE étaient au sein du comité de gouvernance. Le comité de pilotage, je pense que eux, c'était que des membres du CESE. On a moins eu de relations avec eux. C'était vraiment le comité de gouvernance qui était présent à chaque session. Il y a eu les animateurs qui, eux, étaient vraiment très présents parce que c'est eux qui étaient là pour surtout pas donner leur avis, surtout pas nous influencer, mais faire en sorte que le dialogue puisse se faire entre nous de manière sereine. Dans les animateurs, il y avait notamment des coachs et des psychologues, parce que sur un sujet de la fin de vie, ils ont essayé vraiment de faire en sorte que l'atmosphère soit toujours apaisée, et ils ont réussi. Il y avait aussi des facilitateurs graphiques, dont vous verrez quelques dessins par la suite, qui nous ont vraiment aidés à mieux cerner quand on travaillait par groupe, à comprendre ce que les autres avaient fait. Il y avait évidemment des experts et des personnes auditionnées que je vous présenterai ensuite. Des vérificateurs de faits pour savoir si on a essayé qu'il y ait le moins de coquilles possible dans notre rapport. Voilà, c'est eux qui ont pu relire aussi et nous dire non, ça, ce chiffre-là, c'est pas le bon. Maintenant, il y a une nouvelle étude qui a été faite. Enfin voilà, ils étaient constamment à notre disposition. Il y avait des 4 garants qui étaient là pour garantir le fait que la Convention citoyenne respecte bien la parole citoyenne. On les a sollicités notamment quand il y a eu des problématiques de vote où on trouvait que la question était mal posée, influencée. Et donc dans ces cas-là, c'était eux à qui on pouvait s'adresser pour dire non, là c'est biaisé, il faut reformuler, il faut changer. Donc voilà, ils étaient toujours présents tout au long du dispositif. Et des observateurs neutres, donc ça c'était il y avait 25 équipes de chercheurs qui étaient là, donc pareil, un petit peu impressionnant quand on nous présente ça, donc c'est des équipes de chercheurs, donc il y avait beaucoup plus de chercheurs que ça, qui allaient de une jeune femme en master sur l'éthique à des équipes étrangères qui travaillaient sur la citoyenneté, la participation citoyenne. Voilà, et il y avait évidemment, ils ne sont pas là, mais la presse avec qui on a tous appris à travailler de manière plus ou moins sereine, mais voilà, ça a été une expérience pour nous tous. La première session, donc, on a eu comme audition, alors je ne vais pas tout vous lire à chaque fois, je vous l'ai présenté comme ça, vous pouvez lire en même temps. On a eu une rencontre avec Madame Braun-Pivet que j'ai trouvée très intéressante parce que elle nous a remis à notre place, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'elle nous a expliqué que nous n'avons pas été élus par les Français, nous ne sommes pas représentants des Français. Moi, Soline, je ne dois pas représenter la parole de toutes les femmes du milieu rural, Mancel. Voilà, moi je représente ma parole à moi, donc j'ai cette liberté de dire ce que moi je pense. Et voilà, le but de ce tirage au sort a été de faire une mini-France qui représente non pas les Français, mais qui représente la diversité de la France. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant et ça, pour moi en tout cas, ça a été un vrai soulagement de me dire ok, en fait, je ne dois pas organiser des conférences dans mon village pour savoir ce que les Biluriens pensent de la Convention citoyenne. Voilà, je viens avec ce que je suis moi et ce que je pense moi. Et ensuite, nous avons eu, enfin, je fais dans l'autre sens, mais bref, c'est pour ma slide après, Madame Elisabeth Borne, qui nous a posé la question, qui nous a fait travailler pendant quelques temps. Donc, le cadre d'accompagnement de la fin de vie est-il adapté aux différentes situations rencontrées et d'éventuels changements devraient-ils être introduits? Donc ça a été la question qui nous a été posée, auquel la majorité d'entre nous a répondu oui. Le cadre d'accompagnement est-il adapté et pas à toutes les situations? Voilà. Il y a des situations
situation qui passe au travers des mailles du filet, et d'éventuels changements devraient être introduits. Oui, il y a des changements vastes, mais il y a des changements qui doivent être introduits dans l'accompagnement de la fin de vie. Le deuxième week-end, donc là, il y a une grande liste, c'est tous les acteurs de terrain qu'on a rencontrés parce qu'on était par petits groupes, et c'est les acteurs de terrain qui venaient à nous pour nous parler à hauteur de 5-6, donc on n'a pas rencontré tout cela, mais on en a rencontré plusieurs à chaque fois. Et il y a eu donc la table ronde sur les spiritualités religieuses, moi, à la fin de ce week-end-là, j'avais qu'une seule certitude, j'avais beaucoup de questions, mais qu'une seule certitude, c'était que personne n'aura complètement raison à la fin. Voilà. Chacun aura son point de vue, il y aura des nuances de gris à n'en plus finir, voilà, chacun a son avis et il a des bonnes raisons de penser ce qu'il pense. Voilà. Donc à la fin de ce week-end-là, ce week-end a clôturé la première phase et on est passé à la phase 2. Donc là, c'est la phase de délibération où on a eu encore énormément d'auditions d'experts qui sont venus. Les 2 premiers week-ends étaient déjà organisés par le comité de gouvernance. La suite des week-ends, c'est nous qui, à la fin de chaque week-end, on nous faisait un petit questionnaire en nous demandant qui est-ce que vous voulez interroger, qui est-ce que vous voulez voir pour les prochains week-ends, de quoi avez-vous besoin. Et après, le CESE le comité d'organisation avait 2 semaines pour appeler tous les acteurs et leur dire on a besoin de vous. Voilà, vous verrez après qu'on a pu avoir Claire Fourcade qui est venue nous parler. Elle a été prévenue, je crois, le mercredi pour venir le vendredi ou le samedi. Voilà, parce qu'en fait, l'organisation voulait vraiment que ça vienne de nous et que ce soit nos besoins qui répondent à nos besoins. Donc voilà, la session 3, donc début janvier. Ce que je trouve intéressant là, ça va être notamment le premier débat qu'on a eu. Je trouve que ça montre bien qu'il y a eu tous les avis. On a eu une 60aine d'intervenants en tout. Je pense qu'il y a eu 60 opinions différentes sur chaque petit point. En fait, il y avait des nuances avec des opinions très variées. Ce débat-là, moi, je l'ai trouvé extrêmement intéressant parce que pour une fois, on avait vraiment, pour caricaturer un peu, le pour, le contre, et qui pouvait se répondre. Et j'ai trouvé ça très riche et très enrichissant. Ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est que Jonathan Denis et Claire Fourcade sont d'accord sur plein de points. Il faut accompagner la fin de vie. Au mieux, il faut respecter la personne. Après, c'est la solution qui diverge pour la suite. Ce débat-là, je vais en retenir 2 phrases. Les soins palliatifs ne peuvent pas tout. Ils peuvent beaucoup, mais ils ne peuvent pas tout. Et légaliser l'euthanasie n'obligerait pas à l'euthanasie. Par contre, ça obligera à l'envisager. Enfin, l'euthanasie ou l'aide active à mourir. Voilà. Le fait de le légaliser, on se posera toujours la question et c'est bien ça qui est le nœud du problème. Enfin, le nœud d'un des problèmes. La session 4, ce que j'ai trouvé intéressant, donc là il y avait une table ronde sur la fin de vie à l'international. On en a eu plusieurs, il y en a eu une au tout début, celle-ci aussi. Il y avait également sur les moyens de la fin de vie avec tous les plans, les plans qui avaient déjà été effectués, le plan qui est en cours, le plan soins palliatifs, et sur les souffrances réfractaires. En fait, ce qu'il faut savoir au niveau de la méthode, c'est qu'à chaque week-end on arrivait, on était par groupe de 10, qui changeaient à chaque fois. Ça nous permettait de rencontrer un maximum de concitoyens. On échangeait par groupe de 10 sur notre vécu, après chaque table ronde, on pouvait dire ce qui nous avait marqué, ce qu'on pensait retenir. Les groupes de 10, après on se retrouvait en groupe de 30, on échangeait sur le même sujet et après en groupe de 180. C'est ça qui a permis qu'on travaille avec un maximum de personnes, avec un maximum d'opinions, qu'on croise toutes les opinions
et même que dans certains cas, on puisse, quand un groupe de 30 faisait des propositions pas de réforme, mais des propositions de changement, et c'est un autre groupe de 30, on s'échangeait les propositions pour pouvoir les relire, pour être sûr qu'elles soient bien compréhensibles et que ce soit clair pour un maximum de personnes. Il y avait vraiment des échanges à chaque fois, donc on a pu travailler à 184, ce qui n'était pas évident au départ. Et ici, ça a été un des week-ends où on a beaucoup travaillé sur les convictions communes. On l'a aussi appelé le quoi qu'il en soit. C'est qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec l'aide active à mourir. Il y a des choses à changer actuellement avec le cadre légal actuel. Il y a des choses à faire évoluer et à changer. Et on a tous travaillé les 184. C'était pas ceux qui sont contre l'aide active à mourir, vous travaillez sur les propositions pour le cadre actuel et les autres, vous travaillez sur un système d'aide active à mourir. Les 184, nous avons travaillé sur les convictions communes. On est tous d'accord pour dire qu'il y a des choses à faire, déjà en restant dans le cadre actuel. Il y a plusieurs questionnements moi, qui me sont apparus après cette session-là. C'était que j'avais l'impression que notre société avait du mal avec la vision de la souffrance. On avait une sorte d'intolérance à la souffrance de l'autre. Il y a des études qui ont été faites qui montrent qu'il y a énormément de demandes d'euthanasie pour soulager la souffrance de la famille parce que c'est trop difficile de voir l'autre en fin de vie. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a questionnée sur, en fin de compte, qui est-ce qui souffre dans l'histoire et est-ce qu'il ne faut pas mieux essayer de chercher à accompagner la souffrance plutôt qu'à essayer de l'enlever si on pense que l'aide active à mourir permet d'enlever la souffrance. C'est une autre question. Oui, là, vous parlez que de la famille. Souffrance de la famille, on l'entend bien. Mais en tant que soignant, c'est souffrance déjà des malades. Bien sûr. Oui. Mais moi, c'était ça. La question que j'ai eue, c'était ça. C'est que je trouvais qu'il y avait beaucoup de choses qui tournaient autour de la souffrance de la famille et de la difficulté de la famille à voir la souffrance de l'autre. C'était évidemment ça. Et ensuite, la souffrance des patients. Oui, évidemment qu'on a eu toute une table ronde sur les souffrances réfractaires pour essayer de bien comprendre ce que c'était, dans quel cadre c'était, que c'était quand même très peu de personnes, mais qu'elles existaient. Et donc, il faut prendre en compte ces personnes-là dont on ne peut pas soulager la souffrance. Ce qui veut dire qu'à la session 4, vous étiez déjà en train de réfléchir sur l'aide à mourir. C'est pas la question de départ. La question de départ n'est pas l'aide active à mourir. Et là, vous avez expliqué que vous y étiez déjà presque en deux groupes, ceux qui sont pour, ceux qui sont Alors non, justement, à la session 4, toutes les sessions où on a commencé à formuler les propositions, on a tous travaillé dessus et on n'a pas séparé les groupes. Dans les sessions suivantes, oui, il a bien fallu qu'on fasse des... C'est quand même la question qui est remontée, là, sur laquelle vous avez réfléchi. C'est ça qui est étonnant. Alors, explique-moi. Là, par rapport à l'accompagnement de fin de vie, c'est cette question-là qui est remontée. Entre autres. Entre autres. Mais les 184, nous avons travaillé sur ce qu'on pouvait faire avec le cadre actuel. En fait, j'insiste là-dessus parce qu'il ne faut pas croire que les 25% qui étaient contre l'aide active à mourir, c'est eux qui ont fait dans le rapport toute la partie sur les 65 propositions de rénovation, de changement sur les soins palliatifs, et les autres ont travaillé sur l'aide active à mourir. On a tous travaillé sur... Il faut savoir si la question était un présupposé ou si elle a émergé par rapport à la question de départ. Après, la fin de vie, l'aide active à mourir, c'est un sujet qui est brûlant depuis des années, il n'est pas nouveau. Évidemment qu'en arrivant là, certains avaient des positions, certains n'en avaient pas, et elle était... C'était inhérente à plein de choses. Quand on avait une table ronde sur les souffrances réfractaires, Madame Maca, évidemment qu'elle nous disait, ça c'est les intervenants qui nous disaient eux-mêmes, c'est la solution, on ne peut pas laisser mourir les personnes comme ça. Mais il y en avait d'autres où c'était complètement l'inverse. La session précédente où on a eu tous les acteurs de terrain, il y en a quand même peu qui ont fait l'éloge de l'aide active à mourir. Mais il y en a qui n'étaient pas complètement contre en disant que en fait, il y a des fois où on n'a plus de solution et ça peut en être une. Voilà, donc ça n'est pas... c'est les acteurs que nous avons fait venir
quand on leur posait la question, parce qu'en fait, nous les 184, on était là pour avancer, donc clairement on leur posait la question, êtes-vous pour ou contre, que pensez-vous de l'ouverture à l'aide active à mourir? Il y en avait qui nous répondaient clairement, d'autres moins clairement, mais voilà, c'était inhérent à tout ce débat-là. Ce que j'ai trouvé intéressant dans la session 5, c'était l'intervention de Régis Aubry, parce qu'on avait commencé à écrire des propositions avant son intervention, notamment sur ouvrir la sédation profonde et continue à moyen terme. Et en fait, cette intervention-là nous a permis de comprendre que ça n'avait aucun intérêt, on n'allait pas endormir les personnes pendant 6 mois en attendant qu'ils décèdent. C'est pas possible. Donc en fait, c'est en ça que les experts nous ont permis de continuer notre travail et de mieux réfléchir. Donc voilà, ça a vraiment été une de nos demandes. À la fin de la session 4, on a dit il faut qu'on en sache plus sur la sédation profonde et continue. Et donc Régis Aubry est venu et a reclarifié les choses. Voilà. Quand même, dans le côté, ça n'est pas la solution ultime, ça ne concerne pas toutes les personnes. On ne sait pas, c'est quand même, il y a une part de flou dans cette sédation profonde. Donc c'est une des solutions qu'on peut proposer actuellement dans le cadre légal. J'avais envie de m'arrêter un peu sur la partie du rapport qu'on a appelée les convictions communes, renforcer et améliorer l'accompagnement de la fin de vie. Donc voilà, on l'a séparé en 9 items qui, on espère, a essayé de brasser voilà, tous les constats qu'on a pu faire dans toutes nos auditions. Et les solutions, c'est peut-être un grand mot, mais les propositions qu'on fait qu'on a fait pour essayer d'améliorer ce cadre-là. Voici un travail des facilitateurs graphiques que je trouve assez intéressant, donc c'est la même chose qu'avant, mais en dessin. Si je repars du respect du choix et de la volonté du patient, on a beaucoup travaillé sur la personne de confiance et les directives anticipées. Voilà, pour permettre de savoir au mieux, de se rapprocher au mieux de la volonté du patient, que ce soit concernant le cadre, le lieu de sa fin de vie. Voilà, il y a tout un travail à faire là-dessus, c'est pas encore assez développé, c'est pas encore assez connu, il n'y a pas assez de communication là-dessus. Il y a également renforcé les accompagnements psychologiques et sociaux des personnes qui sont en fin de vie et de leur famille. Pour l'accompagnement à domicile, actuellement c'est encore trop peu fait, il n'y a pas assez d'équipes mobiles, il n'y a pas assez d'HAD, il y a un manque matériel et humain. En fait, ce qu'on a essayé de dire, c'est qu'il fallait construire un projet commun entre la personne, la famille, l'hôpital et le service à domicile. On a eu une personne travaillant dans un service à domicile qui nous a dit que avant, l'hôpital appelait en disant on a une personne, il va falloir qu'elle sorte de l'hôpital d'ici 3 jours, elle aura besoin d'un accompagnement, est-ce que vous pouvez vous organiser? Maintenant, c'est en fait, elle sort dans 2 heures, voilà, on vous la laisse, on a donné votre numéro de téléphone. En fait, c'est pas possible. Enfin, c'est... Voilà. Donc, il y a vraiment une meilleure communication à mettre en place. Et pourquoi pas, au niveau de l'accompagnement à domicile, qu'il puisse y avoir on a fait une proposition de lits de répit. Alors, ça n'est pas laisser des lits vides à l'hôpital en attendant qu'il y ait des personnes qui en aient besoin, mais c'est peut-être faire un recensement. Est-ce que dans des établissements médico-sociaux hors hôpital, il y aurait des lits qui pourraient faire un recensement pour que la personne qui souhaite décéder à son domicile, en fait, si elle a un problème, si elle a une angoisse, si en fin de compte c'est pas possible, eh bien qu'elle puisse être rapatriée dans un lieu où elle sera sereine et elle pourra finir ses jours sereinement. Voilà, on a essayé de faire des propositions pour essayer d'améliorer cette fin de vie à domicile. On a également parlé des budgets sur les plans de soins palliatifs, sur l'amélioration de la prise en charge des longs séjours, parce que maintenant c'est en fonction la prise en charge des personnes en fin de vie diminue en fonction quand ça devient un trop long séjour. C'est un peu dommage de penser qu'il faut mourir plutôt rapidement, ce serait mieux. Donc là, il y a quelque chose à faire là-dessus. Valorisation du temps d'échange
que vraiment ce soit un temps qui soit alors comptabilisé plus ou moins, mais en tout cas valorisé. Voilà, le temps de parole, le temps d'échange est important et doit être valorisé. La problématique des déserts médicaux, alors ça a fait beaucoup de débats, beaucoup d'échanges. Encore une fois, notre travail il est consultatif et pas décisionnaire. Il y en a qui voulaient obliger les médecins à s'installer dans les déserts médicaux, d'autres inciter, d'autres encourager. En fait, voilà, il y a des déserts médicaux, il y a des problématiques de fin de vie qui sont dues aux déserts médicaux, et je parle des médecins, mais en fait, je pense que tous les professionnels peuvent s'y retrouver. Il y a quelque chose à faire là-dessus. Ouvrir les soins palliatifs à tous, c'est aussi travailler sur la méconnaissance des soins palliatifs. Parce qu'en fait, les soins palliatifs, c'est un lieu où on n'a pas envie d'aller, en fait. C'est un lieu qui fait peur, où on va accélérer la mort. Or, en fait, c'est pas ça. Et il y a vraiment un travail de communication et de valorisation des soins palliatifs à faire. On nous a dit qu'il y avait une campagne de communication qui avait été faite il y a quelques années. Aucun des 184 citoyens ne l'avait vu passer. Donc, bon, il y a peut-être un travail à faire au niveau de l'information. Donc j'ai parlé des inégalités territoriales, des inégalités sociales, générationnelles, financières. On a parlé d'obliger les EHPAD à avoir du personnel formé en soins palliatifs. Un EHPAD, c'est quand même un lieu de vie, c'est aussi un lieu de fin de vie. C'est hyper important qu'il y ait du personnel formé à l'intérieur. Il y a un fonds qui s'appelle le FNAS qui permet d'avoir des aides, plus d'aides pour pouvoir rester à domicile, des aides financières. Il est très peu connu, que ce soit plus simple de pouvoir en bénéficier. Également au niveau de la MDPH, la SLA, la maladie de Charcot, si on a le diagnostic de la maladie de Charcot à 61 ans, on n'est pas en situation de handicap et donc on n'a pas les mêmes aides. Voilà, il y a des choses comme ça que l'on encourage, que l'on a demandé à modifier parce qu'il y a des prises en charge qui sont pas belles et qui sont pas bonnes et qui créent des grosses inégalités. On a aussi beaucoup parlé de l'information du grand public. Pourquoi pas des campagnes de sensibilisation, un numéro vert accessible 24 heures sur 24. On a fait plein de propositions pour qu'il y ait un changement de regard sur la vieillesse et sur la mort, que ça fasse pas peur, que ce soit pas un sujet tabou et qu'on puisse en parler dans les familles. On a parlé également de renforcer la formation des personnels de santé parce que actuellement les médecins, je crois qu'ils ont 7 heures de soins palliatifs. C'est un peu juste. Voilà, sur 10 ans, il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus. Peut-être un stage obligatoire dans le cursus. Voilà, en fait, quand on soigne, on peut être toujours confronté à la mort, même si ce n'est pas le but en soi. C'est important de savoir l'accompagner et pas que ce soit juste moi je ne peux plus vous soigner, donc maintenant je passe plus ou moins le relais aux autres. Et là, vous étiez dans votre grand amphithéâtre tous ensemble à parler ? Alors, pour toutes ces questions-là, non, on était par groupe de 10. Par exemple, moi j'ai travaillé sur l'accompagnement à domicile. À 10, vous avez un thème. On a choisi, on s'est dit, moi je veux travailler sur l'accompagnement, on s'est dispatché. Donc, alors. Au hasard, par affinité, par quelqu'un vous a attribué des questions que je réfléchisse pour celui-là. En fait, mon groupe de 30 devait travailler sur l'accompagnement, je vais dire un peu au hasard, l'accompagnement à domicile, le développement des soins palliatifs et le budget. Dans le groupe de 30, il fallait qu'on fasse 3 groupes de 10 et chacun se répartissait là où il voulait. On faisait des propositions qu'on a soumises au vote. On avait fait, je crois, plus de 150 propositions de changement sur tous les thèmes, qu'on a voté à 184. Donc on était avec notre manette à dire oui, non, ça elle est complètement ridicule, ça n'a aucun sens, ou alors ça oui. Et donc toutes les propositions, les 65... Pardon ? Vous avez une manette pour voter, ouais, pour contre, voilà, sur chacune des 165 propositions. Voilà. Est-ce que vous pouvez vous abstenir ? Oui, il y avait 3 boutons. Et même après, alors si on veut parler des votes, au moment de... on a eu la possibilité pour
Voilà, ça va être pour la suite, mais c'est pas grave, on va changer. Il y a eu des propositions de modèles d'aide active à mourir qui ont été faites. Et là, on pouvait les noter de 0 à 5. Je vous ai dit qu'il y avait 3 boutons, ça marche pas, donc ils ont fait venir d'autres manettes avec plus de boutons pour qu'on puisse dire la note qu'on mettait et pour qu'après il y ait une adhésion ou pas à ça. Et après, nous, on a fait la demande à ce que ceux qui sont contre l'aide active à mourir puissent mettre. Moi, je suis contre l'aide active à mourir, en fait. Donc, je ne vais pas mettre une note à ce modèle-là parce que c'est l'aide active à mourir. Voilà. Donc, en fait, et ça a été via de nos retours. Alors, il y avait l'abstention, mais il y avait je suis contre. Il y avait 2 boutons qu'on pouvait mettre en plus. Et dans les résultats, les votes d'abstention étaient pris en compte? Oui. Ou est-ce que l'abstention était considérée comme vote négatif? L'abstention a été notée à chaque fois. Était pris en compte, oui. Donc, voilà. Et puis, on a aussi également parlé du développement de la profession libérale, toujours en lien avec l'accompagnement à domicile. Donc voilà. Donc, dans tout ce travail-là, sur un week-end, on l'a voté lors d'un week-end. Donc il y avait 165 propositions et elle n'était retenue que celle qui avait plus de, je ne sais plus combien, 66% des votes d'adhésion. Et c'est celle-là, les 65, qui sont dans notre rapport. La dernière phase, ça a été la phase d'harmonisation et de restitution. Donc c'est là où on a essayé d'écrire ce rapport à 184, alors intense. Pardon? Je pensais qu'il y avait une question. Mais encore une fois, c'est toute l'équipe d'animation qui nous a permis de faire ce travail-là en nous accompagnant, en reprenant nos écrits. Enfin, je pense que 2 semaines entre chaque session, il n'y avait rien de trop pour qu'eux puissent reprendre à l'écrit. Et à chaque début de session, on avait un pavé qui nous attendait avec tout ce qu'on avait écrit à la session d'avant, qu'on puisse recorriger. Enfin, voilà. Et on pouvait toujours, tous les écrits qu'on avait étaient au fur et à mesure affichés dans donc le palais d'INA, là où est le CESE. Il faut imaginer qu'il y a un énorme hall où étaient affichées toutes nos propositions et où, pendant les temps de pause café, on pouvait aller regarder tout ce que les autres groupes avaient écrit en leur disant bah non, ça je corrigerai ça parce que ça on a vu avec l'intervention d'un tel que ça c'était pas vrai, que machin. Donc on pouvait relire tout ce qui était fait à chaque fois. Bon, les dernières sessions, on a eu moins d'auditions parce qu'il y a un moment où il faut aussi arrêter les auditions et commencer à travailler. Les dernières auditions qu'on a eues, c'était notamment sur la problématique des maladies psychiatriques et psychologiques et des enfants. Voilà, ça a fait beaucoup de bruit cette question des enfants. Après, voilà, que le président de la République a choisi de ne pas statuer là-dessus parce que je pense que c'est un sujet qui est trop brûlant, trop compliqué. Donc voilà, on a essayé nous de travailler notre discernement là-dessus. Si je devais faire un bilan un peu de ce travail-là, voilà, je dirais que cette partie-là des 65 propositions a été vraiment travaillée tous ensemble. Alors je sais que la SFAP par exemple fait également des propositions pour l'amélioration du cadre actuel. Voilà, la Convention citoyenne en a fait aussi. Si elles se rejoignent, peut-être qu'il y a un moment où ça va être mis en place, on espère. Ce que je trouve très intéressant, c'est que grâce à la Convention citoyenne et au bruit que ça a fait et au travail que ça a fourni, il a été décidé un plan décennal. Il y a toujours eu des plans triennaux d'accompagnement, enfin de soins palliatifs. Là, c'est un plan décennal. C'est pas en 3 ans qu'on va révolutionner les études de médecine. En 10 ans, on a peut-être plus de chance. Donc voilà, c'est vraiment une victoire que les soins palliatifs ont eu. Enfin, moi, je le vois comme ça, d'obtenir un plan décennal de travail pour vraiment travailler sur le fond et pas juste faire des petits coups de pub. Là, on va pouvoir travailler sur le fond. Et je trouve que la Convention citoyenne a également permis de mettre un coup de projecteur sur les soins palliatifs. Voilà, ça a fait parler et c'est très bien parce que plus on en parle, et plus ce sera facile d'expliquer et de valoriser le travail qui est fait. Et le dernier point, c'est sur
la diversité des opinions qui a été reconnue. Et vraiment, j'insiste là-dessus. Et non pas juste oui-non. Je vais vous le présenter juste après. Il y avait les contres, mais il y a eu 19 modèles d'aide active à mourir qui ont été proposés, avec des conditions qui étaient diverses, qui étaient différentes. Voilà, il y a eu 19, donc dans les 75%, les fameux 75% dont on a beaucoup parlé, les 75% qui étaient favorables à l'ouverture d'une aide active à mourir, entre eux, ils se sont séparés en 19 groupes qui ont proposé des modèles très différents, qui vont de ouverture à l'aide active à mourir, mais seulement pour les personnes qui sont en fin de vie, à court terme, avec des souffrances réfractaires, enfin voilà, avec énormément de conditions, un peu comme l'avis du Comité consultatif national d'éthique, à ceux qui sont universalistes, qui prônent la liberté de choix pour tous, quelles que soient les conditions. Enfin, avec toujours des conditions. Donc, alors, ça va peut-être être petit, mais donc ça représente un petit peu les arguments que les personnes qui étaient contre l'aide active à mourir avaient. Le système de santé fragilisé, il y a un risque de défiance entre le médecin est-il là pour me soigner ou pour me tuer. Voilà, il y a la problématique des personnes âgées, c'est des poids, donc autant qu'elles s'en aillent plus vite. Voilà, il y a toutes ces problématiques-là qui étaient dans les arguments contre l'aide active à mourir. Le premier groupe, donc c'était notre groupe d'opinion soutient l'ouverture d'une aide active à mourir sous la forme seule du suicide assisté. Ça mettait vraiment la condition principale que la personne doit être en capacité et la dernière décision doit venir de la personne pour s'administrer la dose létale. Voilà, je décide quand, comment et ce que je fais. Autonomie, libre arbitre jusqu'à la fin. Et avec des conditions. Il faut être majeur, discernement direct, donc c'est-à-dire que ça ne peut pas être la personne de confiance qui dit si elle est d'accord, et souffrance réfractaire et incurabilité. Je ne vais pas vous présenter les 19 modèles. Je vais vous en présenter quelques-uns. Là, il y avait conditionné sous la forme seule de l'euthanasie, parce que ça ne pouvait concerner que des personnes qui avaient un pronostic vital engagé à court terme, état végétatif avec discernement indirect, polypathologie et incurabilité, majorité légale. Voilà, ça permet d'offrir un cadre rassurant et d'éviter des histoires terribles avec des familles qui peuvent se déchirer parce que rien n'est fait, il n'y a pas de solution. Donc ça c'est la position suicide assisté avec exception d'euthanasie. L'euthanasie ne sera ouverte que pour les personnes qui sont en incapacité de s'administrer la dose létale. Sinon, c'est suicide assisté. En fait, voilà, si les conditions sont réunies, ma responsabilité et ma volonté sont garanties, c'est toujours la personne qui s'administre la dose létale. Il y avait un groupe qui souhaitait que ce soit au choix de la personne. Voilà, soit c'est suicide assisté, soit si je ne suis pas en capacité physique ou mentale, morale, si c'est trop difficile, de proposer l'euthanasie. Avec évidemment une collégialité, ça on a beaucoup parlé de la collégialité, que ce ne soit pas un seul soignant, un seul médecin qui décide ça, mais qu'il y ait toujours un gros travail de collégialité dans ce parcours-là. Je ne vous l'ai pas présenté, mais on a beaucoup travaillé sur le parcours d'accès à l'aide active à mourir. Voilà, il y a forcément plusieurs personnes qu'on doit voir de professions différentes pour aider au discernement et valider vraiment le discernement de la personne. Accès universel, donc voilà, ça c'est le dernier que je vous présenterai. Donc là, c'est accès universel à l'aide active à mourir sous la forme d'un suicide assisté avec exception d'euthanasie, car il permet de répondre à la situation et aux souhaits du patient. Toute personne peut faire une demande, ça ne veut pas dire que toute personne y accède, quand même. Il y a toujours un discernement direct, ou alors s'il y a discernement indirect, il proposait l'euthanasie ici.
Il y a un collège d'experts avec des aides sociales, soutien psychologique, juridique, associations, soins médicaux. Voilà, en fait, tout doit être proposé en amont de l'aide active à mourir. Ça doit vraiment, les personnes doivent pouvoir savoir tout ce qu'il est possible de faire avant d'accéder à l'aide active à mourir. Pour terminer, je voulais juste revenir un peu sur la question, il y a beaucoup de questions qui nous ont été posées sur la légitimité de notre travail. On n'est pas tous des soignants, loin de là, il y avait des soignants. Notre rôle, il a été vraiment consultatif et non décisionnaire. Voilà, on a fait un résumé de ce qu'on nous avait appris, ce qu'on nous avait présenté. On a eu la chance quand même, et c'est pas donné à tout le monde, de travailler 9 week-ends, donc j'ai calculé, ça doit faire à peu près 150 heures de travail sur les soins palliatifs, c'est pas donné à tout le monde. Donc on a eu quand même une certaine expertise du sujet, avec des points de vue divers. Et donc je pense que si on rajoute à ça toutes nos lectures personnelles, parce que ça s'arrêtait vraiment pas aux 9 week-ends, il y a eu énormément de personnes qui ont visité des centres de soins palliatifs. Il y a 8 groupes, je crois, qui sont venus à Jeanne Garnier pour voir un peu quel était le travail qui était fait, pour voir de l'intérieur. Il y a eu, donc ça fait à peu près 40 personnes, rien que dans ce que j'ai coordonné. Il y a eu énormément de personnes qui ont fait des visites d'équipes mobiles, d'unités de soins palliatifs, voilà, dans leur région, qui ont rencontré les partenaires locaux, en fait, pour essayer de bien comprendre la situation dans chaque région. Personnellement, moi, j'ai toujours eu à cœur de comprendre au mieux la vie des personnes qui n'étaient pas le même que le mien. On a toujours cherché à être bienveillants les uns envers les autres et à expliquer notre point de vue. Je comprends vraiment pourquoi ceux qui veulent l'ouverture à l'aide active à mourir de manière universaliste, conditionnée, bref, ils ont des bonnes raisons en fait. Et donc ça, je ne peux que les entendre. Il y a eu beaucoup de respect entre nous. On a toujours été très bien accueillis quand on a cherché à rencontrer les professionnels sur place, les professionnels de soins palliatifs. Donc on a vraiment bien écouté tous. On s'est laissé déranger aussi parce que les soignants nous disaient. On s'est laissé également déranger parce que les patients, les familles de patients nous disaient. Je pense qu'on a tout, et heureusement qu'il y avait des psychologues et des coachs pour nous accompagner, parce qu'on a tous été chamboulés par ce qu'on a vécu. Voilà, la fin de vie pour moi, je reprends mes mots du début, c'est dur, c'est surtout beau. Pour moi, c'est à l'image de ma maman, c'était serein, c'était apaisé. En fait, j'ai appris grâce à la Convention citoyenne que c'était pas toujours le cas, et loin de là, qu'il y avait des fins de vie qui étaient extrêmement difficiles et qu'il fallait aussi l'entendre. Et ce que je veux dire aussi, c'est que ce que j'ai trouvé impressionnant dans tout le travail de la Convention citoyenne, c'est que en laissant l'opportunité à un groupe aussi divers que le nôtre de s'écouter, de travailler, d'être formé, d'être informé, en fait, il y a une intelligence collective qui se crée et qui émane de tout ça, qui est impressionnante. Et on a pu travailler avec des personnes extrêmement diverses, mais on avait les moyens de le faire, on avait les moyens de comprendre le sujet jusqu'au bout. Et c'est en ça que je trouve que l'exercice global des conventions citoyennes est une chance, enfin, c'est vraiment extraordinaire de pouvoir laisser l'opportunité aux citoyens de vivre ça. Voilà. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je vais réagir par rapport à la session numéro 2 et la session numéro 3. Donc, j'ai vu un représentant de chacune des 5 religions qui sont là. La session numéro 2, donc on a 3 intervenants de la franc-maçonnerie et 2 philosophes. Ouais. C'est un équilibre qui me paraît un peu biaisé, mais après, c'est très personnel. Alors, j'avoue que j'y connais rien en franc-maçonnerie. Alors, la session numéro 2 avec les différentes religions, moi, ce que j'en retire, ce que j'ai trouvé génial, c'était
de voir les représentants des 5 religions être ensemble, d'accord ou pas d'accord sur certains points du sujet, et vraiment qu'il y ait une vraie cohésion, et je trouvais que c'était une image qui était très belle. Ça répond pas à votre question. On a demandé des spiritualités non religieuses. C'est marrant de considérer la philosophie comme une spiritualité. En fait, c'était compliqué, c'est que, en fait, suite à la session 2, il y en a qui ont dit oh, attends, moi je crois en rien, est-ce qu'on peut avoir d'autres. Mais qu'est-ce que c'est d'autres points de vue? Et donc, ils ont fait le choix de faire intervenir des personnes qui travaillent sur des sujets éthiques. Pourquoi pas quelqu'un d'un think tank ou parce que le Grand Orient et la Grande Loge, c'est vachement réducteur. Oui, et alors pour être complètement honnête, j'ai trouvé que ça n'avait pas un grand intérêt qu'il y ait autant de franc-maçonnerie parce que globalement ils se rapprochaient tous un peu et ça répétait un peu la même chose. Mais ça c'est mon point de vue personnel. Vous avez assisté à cette... Ah oui, moi j'ai assisté à tout ce qui a été là, moi j'ai assisté. Parce que là, eux ils étaient dans le grand amphithéâtre et vous étiez 184 à les écouter. Ouais, les tables rondes à chaque fois on était à 184. Il y en a où c'était par plus petits groupes, mais là les acteurs de terrain, pour qu'on puisse avoir le loisir de leur poser des questions en plus petits groupes, voilà, ils sont passés. Là c'était à 184. Et donc la scientologie, le yoga. Ouais, mais après il en manquera toujours. Après il en manquera toujours. Je pense qu'ils ont voulu donner une autre vision des choses que la vision religieuse. Donc ils ont proposé la franc-maçonnerie et les psychologues. Et les philosophes, pardon. C'est qui il? Pardon? C'est qui il? En fait, c'est à la fin de la session 2, les citoyens ont fait un listing de maintenant on veut interroger, et donc on leur a demandé, on a besoin je pense qu'on a besoin de philosophes pour essayer de comprendre la vision philosophique de la mort, de la fin de vie, etc. Et puis peut-être que, j'ai pas lu les questionnaires des 184 citoyens, il y a peut-être des citoyens qui ont demandé à avoir des francs-maçons. Le fait est que, voilà, il y a eu cette intervention-là qui donnait un autre aspect, une autre vision de la fin de vie, beaucoup plus libertaire que les religions. Ça rappelle quelqu'un d'institutionnel ou... Bien sûr. Et alors après, ils avaient 15 jours pour nous trouver du monde. Donc peut-être qu'ils ont fait des demandes et que tout le monde n'a pas pu répondre aussi. Enfin, ça je ne sais pas à qui ils ont envoyé les mails. Non, mais ce qui est sous-jacent, c'est que forcément, ça influence. Et en même temps, oui, je suis d'accord. Des milliers de gens, donc forcément, il y a. Alors je suis d'accord, et en même temps, est-ce que faire venir les religions dès le deuxième week-end, ça influençait pas aussi? Ouais, mais... Donc, en fait, oui, on s'est laissé influencer, mais dans un sens comme dans l'autre. Enfin. En fait, je pense qu'ils n'ont pas trouvé de religion qui était pro-aide active à mourir. Vous étiez à l'initiative des invitations? Oui. C'est ça, hein? Ouais. Typiquement, j'ai parlé tout à l'heure de Régis Aubry, c'est nous qui avions dit... à rencontrer Régis Aubry. Oui, à rencontrer... Alors, en fait, on pouvait dire quel thème, et après, si on connaissait des noms, voilà. Mais, je pense que là... J'avais une question, parce que dans votre première session, si j'ai bien compris, vous parliez de la fin de vie à l'international. Oui. Et donc on voyait qu'il y avait la Suisse, la Belgique, le Québec, alors qu'il y a moins de 10%, il y a moins de 10 pays qui ont légalisé l'aide active à mourir sur les 193 de l'ONU. Et vous n'aviez pas du tout la fin de vie en Afrique, la fin de vie... Pour moi, la fin de vie à l'international, c'est pas uniquement la Suisse, la Belgique. Alors, je pense que là, la première session, ils ont voulu nous montrer, voilà, en effet, un autre accompagnement que le modèle français, où il y avait donc la Suisse et la Belgique. C'est l'aide active à mourir, clairement. Enfin, voilà, ils venaient nous présenter ça. En même temps, clairement, quand on avait signé pour venir à la Convention citoyenne sur la fin de vie, on savait aussi à quoi s'attendre. C'est un sujet qui est brûlant depuis des années. Voilà, il y a un moment où on demande la question aux citoyens. Les citoyens doivent être informés de ce qui se passe ailleurs, notamment en termes d'aide active à mourir. Après la deuxième session, il y a eu une deuxième session sur les regards internationaux, parce que nous on a eu envie, et il y avait Theo Bauer, où oui, en effet, aux Pays-Bas c'est légalisé, mais Theo Bauer est quand même un partisan de la non-légalisation et il revient en arrière. Voilà. L'Autriche, ça vous a pas intéressé? Alors, ça ne nous a pas intéressé, c'est pas ça la question, c'est qu'on ne pouvait pas avoir un représentant de tous les pays. Et en fait, c'est pas nous qui avons appelé, passé les coups de téléphone à tous les autres pays. Je pense qu'on a demandé un autre regard international. Et voilà. Au niveau international, c'est vrai que pour le coup, c'était plus partisan du pour. Très clairement. Très clairement. Oui, non, mais bien sûr. Et en même temps,
dans les acteurs de terrain qu'on a eus, c'était plus partisan du contre. Hein. Enfin, s'il y avait 1 ou 2 acteurs de terrain qui étaient pour, voilà. Et alors concrètement, votre document, qui va le recevoir? Comment faire pour l'avoir? Alors, il est en accès libre sur le site du CESE, déjà. Donc ça, n'importe qui peut le lire. On l'a remis au président de la République et le but de ce document, Madame Elisabeth Borne nous a dit que tous les députés le liraient. On verra. Le but, c'est d'essayer de... Alors, moi, ce que j'ai envie, c'est que ce document fasse comprendre aux députés qui vont légiférer que c'est pas facile en fait, que c'est un vrai sujet qui est compliqué et que c'est pas oui je suis pour, oui je suis contre. Non, enfin en fait il y a une vraie question derrière, une question humaine et l'humain c'est pas noir ou blanc. Donc déjà si notre rapport aura permis de mettre en avant la complexité du sujet, pour moi c'est tout bénef. Et après, en fait, ça permet de faire un état des lieux qui est lisible par n'importe qui parce que c'est n'importe qui l'a écrit. Donc déjà ça aide. Voilà, quelle est la situation actuelle de la fin de vie en France et quelles sont les solutions qui pourraient y être apportées, aussi diverses soient-elles, écrites par des citoyens. Pour pouvoir discuter de fin de vie, il faut quand même être relativement, pour éviter d'être dans l'affectif, il faut quand même être relativement éclairé. Moi, c'est ce que je retiens là, c'est que vous avez eu un éclairage assez large pour pouvoir essayer d'avoir une idée à peu près la moins subjective possible. En pratique, la question qui se pose, c'est par rapport à nos patients, par rapport à ce qui va être légiféré, évidemment, quel est l'éclairage qu'auront tous les citoyens pour éviter d'être dans le subjectif, pour éviter d'arriver en disant « moi, je veux l'euthanasie ». C'est tout un travail, toute une formation qui a besoin d'être présente. Alors, moi, je militerais assez pour qu'il y ait de la philosophie des petites classes. Mais bon, ça c'est autre chose. Il n'empêche que cet éclairage-là est essentiel pour éviter que les professionnels soient confrontés à un avis complètement subjectif et à « j'ai le droit ». Bien sûr. Alors, je pense que rien que le fait d'en avoir parlé, qu'il y a eu cette convention qui a fait un peu de bruit, il y aura peut-être un peu plus de pourcentage de la population qui se sera intéressée au sujet. Ça aura peut-être fait un peu parler dans les repas de famille. Autant vous dire que nous, entre les 2 premières sessions et la suite, il y a eu Noël. On en a tous parlé dans nos familles, ça a été de grands moments. Voilà, le but c'est d'en parler. Et après, je pense que l'accompagnement, ça va être à vous d'accompagner pour que la personne soit le plus éclairée possible et dans tout ce qu'il aura devant lui. Voilà. Mais en parler, d'accord, mais est-ce que les gens entendent? Parce que souvent on en parle, oh puis non, ça ne m'intéresse pas, etc. Les gens comme ça, parce que c'est pas le moment de leur vie, quoi. Je veux dire, ils vivent, ils ont pas mal, ils souffrent pas. Bah bien sûr. Alors pourquoi est-ce qu'on en pense maintenant? Ça sert à rien, et puis c'est pas nous qui sont malades. Oui, mais il y a tout ce truc qui se passe aussi. Bah bien sûr. Mais est-ce que déjà rien que le fait d'en parler, de dire que ça existe, mais ça suffit pas. Ah bah non, mais ça on peut pas aller dans chaque foyer pour faire une formation philosophique. Dans le quartier, pense qu'ici c'est un mouroir par exemple. Et c'est pas un mouroir. Et j'entends ça tout le temps dans le quartier. Donc moi j'habite dans le quartier, tu travailles là-bas, ben, dis donc, vous travaillez là-bas, ben, dis donc, mais c'est une horreur. Alors, par quel moyen on va faire passer le message? Ben, déjà, vous l'avez fait passer. Mais non, on ne fait pas passer, parce que moi je suis bouffe. Est-ce qu'il faut imprimer ce document pour tous les entrants des familles de jeunes garniers, par exemple, pour que le message passe des gens vont pas aller sur Internet et lire ce truc? Est-ce que tu aimerais parler comme ça? Tout va bien. Je sais pas, alors je vais vous donner un exemple d'une collègue que j'ai amenée ici. Quand je lui ai dit, je propose des visites de Jeanne Garnier, est-ce que ça t'intéresse? Ouais, mais on va à l'intérieur? Ouais. Mais on va avoir des patients? Alors peut-être pas quand même. Il y
on y allait, on arrivait à 20h ici jusqu'à 22h. Voilà. Ouais, d'accord. Elle est venue, c'était la première fois, je pense qu'elle mettait les pieds dans un hôpital, enfin, dans une structure hospitalière, tant mieux pour elle. Et en fait, elle a été extrêmement touchée par le message que vous avez fait. Enfin, en fait, c'était... Elle était, ah ouais, mais en fait, c'est génial ici. Voilà, c'était ces mots, c'est génial ici. Oui, mais justement, amener, faire en sorte que les gens découvrent. Et bien, c'est très bien. Mais ça sert à rien que les gens disent ça. Non, ça parle pas. C'est vrai, ça coûte. Tout va bien. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il faudrait avoir des mots plus simples et voir ce qu'on fait ici, quoi. Même pas voir, mais écrire, faire des articles là-dessus, mais pas faire des grands points comme ça ne va rien dire aux gens. Ah ben, après, il y a eu quand même toute une couverture presse de la Convention citoyenne. Enfin, il y a eu quand même énormément de travail, de travail là-dessus, donc ça a fait parler. Hein. Ça a forcément fait parler. Alors justement, quel est votre sentiment sur l'accueil de ce travail, une fois que vous l'avez eu fait, auprès des gens tels que la presse, ou auprès de Madame Borne qui vous a demandé, ou auprès des différents hommes politiques ou personnes influentes que vous avez pu rencontrer? Je questionne plus l'intérêt de l'outil que le fond lui-même de l'histoire. Et j'en profite parce que pour vous remercier à titre personnel du travail que vous avez fait, parce que je trouve que c'est absolument formidable de consacrer du temps. Je le dis en tant que soignant et en tant que citoyen. Je trouve que c'est fantastique de vous approprier comme ça des questions qui sont aussi difficiles et qui, vous, en l'occurrence, vous ont concerné, mais je pense que ce n'était pas le cas de tous les gens qui s'y sont animés. Et donc, vraiment, merci beaucoup. Mais revenons à la question, est-ce que par exemple vous avez l'impression que ça servait à quelque chose en pratique, la démarche? Non mais c'était bien sûr. Non. Alors parce qu'on entend parler du climat, on entend parler de l'utilisation de cet outil de façon régulière maintenant. Ouais. La démocratie continue, c'est le concept à la mode, etc. Qu'est-ce que ça vous... Je pense que c'est pas un outil sans faille. Mais c'est un outil qui est génial pour parler d'un sujet et faire connaître un sujet, notamment sur les soins palliatifs. Après, comment ça a été pris? La presse, c'était très différent entre ceux qui voulaient faire le buzz et sortir les 75%, voilà, je les en remercie, et ceux comme La Croix, par exemple, qui était là pendant les 9 sessions, à interroger les articles de La Croix sont très intéressants parce qu'ils ont interrogé 2 personnes tout du long des 9 sessions et 4 personnes sûrement, je sais pas. Et en fait, c'était hyper intéressant d'une part parce que dans les 4 personnes, il y en a notamment un qui n'a jamais donné son avis. Et ça, je trouve ça intéressant. Moi, j'ai choisi de donner le mien quand j'intervenais. Il y en a un qui a dit non, en fait, c'est pas ça le sujet. Moi, je vous rapporte ce que les 184 ont fait. Et c'était vraiment sur le fond, comment on organise ça. Donc La Croix a fait un travail vraiment remarquable et a bien retranscrit le travail qu'on avait fait. Donc ça dépendait vraiment de la presse. C'était très, très variable. Ce qui était aussi intéressant, c'est moi j'ai rencontré Brut, donc les vidéos d'1 minute là pour parler d'un sujet. Le journaliste est arrivé, il venait de débarquer là. Il fait bon alors il me faut un pour, un contre, et puis vous m'expliquez votre avis. Et puis moi j'étais avec mon collègue, je fais alors non. En fait, et même le service communication avant lui avait dit en fait si vous demandez ça, vous allez vous faire lyncher, ils vont jamais vous répondre. Parce que ce soit le concitoyen avec qui j'étais, qui était un universaliste, et moi qui étais défavorable, en fait on n'avait pas envie de parler de ça, on avait envie de parler de plein d'autres choses. Et donc on lui a fait modifier toute sa vidéo, au lieu de passer 2 heures, en fait il est revenu le lendemain pour refaire, mieux comprendre d'autres sujets et tout. Donc en fait il y avait toute une formation des journalistes à faire. Voilà, on va essayer de la faire au mieux. Après, tout ce qui est gouvernement, là actuellement nous on est en train de créer une association pour essayer de continuer de valoriser notre travail. Donc j'ai énormément de collègues qui vont voir leurs députés pour leur faire ce que je viens de vous faire là, qu'on soit pour ou contre, on s'en fiche. Voilà le rapport de la convention qu'on a fait, voilà notre travail, et voilà pourquoi on l'a fait, ce qui nous a amené à ces réflexions-là, etc. En fait, c'est la méthode du colibri, quoi. C'est des gouttes d'eau, et puis on va essayer de faire en sorte que ça marche et que voilà. Il faut peut-être investir dans une imprimante. Dans une imprimante. pour diffuser le diffuser, mais on imprime. On imprime plus. Il y a les dessins, non?
Les dessins, en fait, si vous pouvez les récupérer sur. Enfin, moi, là tous les ça que j'ai fait, ils sont dans le rapport en fait, donc vous y avez accès et vraiment ils sont chouettes. Et en fait, qu'est-ce qui va en être fait? En fait, je ne peux pas croire qu'un gouvernement mette des frais, parce qu'en fait, pour nous faire venir, etc., c'est quand même des frais, fasse travailler 184 personnes, et encore, c'est que les citoyens, parce qu'il y a eu d'autres personnes autour de nous, pendant 9 week-ends, du vendredi après-midi au dimanche après-midi, voilà, pour qu'il n'y ait rien derrière. Rien que le plan décennal, en fait, ça aura servi à quelque chose. Alors, ils ne nous ont pas fait la même promesse qu'au climat. Pour la Convention climat, ils leur avaient dit « tout ce que vous direz, on le fera ». C'était un peu joué avec le feu. Nous, ils ne nous l'ont pas promis. Donc voilà, mais évidemment qu'il va en ressortir des choses et qu'il va se passer quelque chose derrière. Vous avez l'impression que c'était bien organisé? Ah oui. Parce que nous, de notre côté, on était un peu en panique parce qu'on avait l'impression que tout se faisait à la dernière minute. Alors, et que donc vous avez eu tout ce dont vous avez eu besoin. Alors, le reproche que je peux faire à l'organisation, j'aurais aimé que ce ne soit pas à moi d'organiser les visites en soins palliatifs. Voilà. Et que ce soit organisé directement par la Convention. Je pense qu'au niveau organisationnel, c'est le reproche que je pourrais faire. Oui, bien sûr, ça a été dit. Après, c'était compliqué. Et puis en même temps, organiser des visites, quand je vois la réaction de ma collègue qui dit vous êtes sûr qu'on va devoir rentrer dedans? En fait, on ne peut pas forcer des gens à aller à l'intérieur d'unités de soins palliatifs. C'est quand même pas évident pour tout le monde. Donc on continue à faire peur à certains. Bah bien sûr. Mais comme l'hôpital fait peur, comme une piqûre ça fait peur, c'est même pas forcément les soins palliatifs, c'est le côté blouse blanche. Enfin, c'est comme ça. Je suis tombée dedans quand j'étais petite, donc en fait vous ne me faites pas vraiment peur, ça va. Mais oui, est-ce que justement au niveau organisation, est-ce qu'il y a un nom, une agence, quelque chose qui a fait ce diagramme d'organisation? Qui c'est qui a conduit ça? Alors, je pense que le CESE a nommé Claire Toury comme présidente du COGOUV et donc une équipe d'organisation du COGOUV. Et eux, après, ont fait appel pour les animateurs, c'était des agences extérieures d'animation pas de management, mais de coordination d'équipe. Il y a un grand gourou en tête. En tout cas, il s'est bien caché. Il n'était pas mis en avant. Ouais. Pour tout ce qui est tirage au sort, c'est l'entreprise Le Terrain qui a été sollicitée pour faire ça, parce que c'était pas au CESE de passer tous les coups de téléphone, parce qu'ils ont passé un nombre incalculable de coups de téléphone. Mais c'est vrai que quand on décroche et que c'est quelqu'un qui dit « je tiens d'abord à vous préciser que cet appel n'a aucun but commercial », on raccroche. Et bien, là, il fallait pas raccrocher. Et tout le monde a joué le jeu. Et les 184 ont fini le truc. Oui. Et ça, alors que pour la Convention climat, il y a eu un peu de perte. Ouais. Et c'est aussi pour ça, normalement c'est 150, et ils avaient pris un peu plus en prévoyant la perte, surtout un sujet comme ça. Et là, il n'y a pas une personne qui aurait laissé sa place. Ah oui. Et quand il y a eu un week-end qui a été décalé parce qu'il y avait des histoires de grève, et on s'est dit faire venir 184 personnes un week-end de grève, ça ne va pas bien se passer. C'était dramatique pour tous ceux qui n'avaient pas prévu de... Enfin voilà, il y a eu de la perte, comme il y aurait eu de la perte à cause des grèves. Enfin, il a fallu faire des choix, mais non, personne n'aurait laissé sa place pour rien au monde. Enfin, oui, je voulais dire, ça veut dire que si la visite des unités soins palliatifs, donc c'était une initiative que vous avez prise? Oui. Et donc ça veut dire que si vous n'aviez pas été là, par exemple, en fait, il n'y aurait pas eu de rencontre réellement sur le terrain. Alors, si prévu par la Convention. Prévu, non. Ce qui me paraît quand même assez ahurissant, en fait. On a fait venir les acteurs de terrain. Oui, là, mais en effet, des rencontres sur le terrain, non. C'était encouragé dans le sens où ils nous ont fait des attestations comme quoi on faisait bien partie de la Convention citoyenne, au cas où il y avait des hôpitaux qui étaient un peu frileux et qui avaient besoin de... Voilà. Et ils nous ont fait ils nous ont envoyé par mail un récapitulatif des unités de soins palliatifs qu'il y avait sur notre territoire, ou des structures de soins palliatifs qu'il y avait sur notre territoire, pour pouvoir faire ça, voilà. Moi, en fait, ce qui me tenait à cœur, c'est qu'on puisse le faire le temps du week-end, et c'est aussi pour ça que j'ai fait appel à Jeanne Garnier et à Puteaux, c'est que, en fait, moi, j'avais une vie à côté. Je souligne le fait que bien sûr. C'est aberrant, quoi. Ouais, ça c'est vrai que c'est le reproche que je peux faire au niveau de l'organisation, que ça n'avait pas été prévu. Et... Quand on voit que, quand on questionne quand même les gens qui sont plongés dans la fin de vie, c'est-à-dire nous tous, que ce soit les bénévoles, les soignants, voilà,
on a majoritairement un avis assez différent des sondages et même de la convention. Et donc là, c'était pas prévu de nous rencontrer, enfin, sauf quelques-uns qui vont parler ex-cathédra devant l'amphithéâtre. Bien sûr. Enfin, moi, je souligne ça parce que c'est... Ouais, bien sûr. Mais est-ce qu'il y avait d'autres recherches dans d'autres domaines à l'extérieur? Parce que ça, c'est un exemple. Vous veniez vers l'extérieur, sinon effectivement, c'était des intervenants qui venaient vous rencontrer. Est-ce qu'il y a eu d'autres domaines où il y a eu des propositions pour aller, je ne sais pas, écouter des conférences Ah, ça, c'était surtout à la fin. En fait, les conférences se sont mises en place surtout à la fin, où en fait, suite à la Convention citoyenne, il y a beaucoup de députés qui ont fait une conférence sur la fin de vie, et donc parfois, quand le citoyen, en l'occurrence, se faisait connaître, il pouvait participer à la conférence. Mais le développement de l'information sur la fin de vie, ça a été plutôt à la fin de la Convention que ça a commencé à apparaître. Des visites chez Dignitas en Suisse pour passer une journée dans Est-ce que ça avait... Non, est-ce qu'il y a eu d'autres, je sais pas, ou aller rencontrer la loge machin, je sais pas quoi, là, devant toi, enfin, je dis n'importe quoi, mais eux, ils sont pas spécialistes. En fait, si j'ai bien compris, c'était dans l'idée, c'était ils faisaient venir les experts vers vous. Oui. Et effectivement, il n'avait pas été prévu que vous alliez, je ne sais pas, à la rencontre. En fait, je pense qu'il y avait aussi le fait qu'ils étaient vigilants à ce que, en fait, mine de rien, j'avais un week-end toutes les 2 semaines. Enfin, en fait, on avait tous un week-end toutes les 2 semaines de pause. Donc, en fait, je pense qu'ils étaient aussi vigilants à nous chouchouter, c'est-à-dire que on ne pouvait pas en plus nous demander d'aller vagabonder dans Paris à tel moment. Enfin, au bout d'un moment, il y avait quand même vachement de fatigue parce que c'est un sujet dans lequel on s'est mis à fond et on était éclatés le dimanche soir et le lundi matin, on reprenait tous notre boulot, quoi. Donc, je pense qu'il y avait aussi ce côté-là de peut-être pas trop nous en demander, j'en sais rien. Mais en effet, c'est un reproche qui a été fait à l'organisation de ne pas avoir fait ça. Je sais que la SFAP s'était proposée en disant mais nous on est prêts à se mobiliser pour accueillir et voilà. Sauf que le problème c'est que la SFAP ne réunit pas toutes les structures de soins palliatifs, donc ça aurait biaisé le sujet que de demander que à la SFAP. Donc de toute façon le sujet est sorti. La SFAP vraiment représente toutes les structures de soins palliatifs, mais c'est vrai qu'on a beaucoup regretté que l'organisation. Ouais, je sais. Ça a été vraiment très suscité, et je crois que c'est grâce à Claire qui a rappelé à l'organisation du CESE qu'il fallait au moins donner une liste, la liste. Oui, et ça nous aussi on l'a demandé. Et donc là vous l'avez eu. Ouais. On l'a eu et il y en a beaucoup qui sont allés passer. Enfin, je sais qu'il y a un concitoyen qui est allé passer 3 jours dans l'établissement de Clairefourcade. Enfin, voilà, il y en a vraiment qui se sont donnés à fond. Ah oui, non, oui. Et parmi les gens auditionnés, il n'y avait personne de Jeanne Garnier. Il fallait éviter ça, c'est ça? De Jeanne Garnier, je ne sais pas s'il fallait. La SFAP a demandé si c'était à la dernière minute, c'était vraiment la veille pour le lendemain, c'est vendredi pour le samedi. Ça aussi, franchement, c'est vraiment critiquable. Je veux bien qu'on demande aux citoyens ce qu'ils veulent, etc., mais il y a quand même un minimum pour que les gens de qualité, experts de leur métier, puissent venir bien sûr. Parler au nom de leur expertise. Donc ça pouvait être anticipé par l'organisation quand même. C'était évident qu'ils allaient faire venir Clairefourcade, le président de la SFAP. On va la tenir à la dernière minute. C'est quand même... alors qu'il faut venir la Suisse, la Belgique en premier, ça va, ceux-là, ils n'ont pas été prévenus à la dernière minute. C'est évident, ils faisaient partie de la première session. Oui. Donc, il y a quand même quelque chose. Mais l'évêque de Paris a été prévenu vendredi. Hein. Oui, et c'est pas. Voilà. Maintenant, c'est vrai que Jeanne Garnier, on nous a téléphoné en nous disant qu'il faut 3 soignants pour demain. C'était prévu et organisé. On a tout en dernière minute, on s'est tous. Et au dernier moment, ça a été. Voilà, il y a eu la grève. Non, mais il y a eu la grève, mais oui, il y a des gens qui s'étaient déjà organisés, venant de loin, et donc l'organisation préférait que ce soit des gens un peu de toute la France représentés et qu'il n'y ait pas que Jeanne Garnier. Conclusion, il n'y en avait aucun. Mais voilà, le manque d'anticipation fait faire de sacrées bêtises. C'est possible, oui. Nous, on l'a pas trop vu parce qu'on avait les dates des week-ends. C'est pas ma question. Est-ce qu'il y a eu des témoignages de gens qui avaient vécu des moments au sein des Oui, au sein de l'administration. Il y a des gens qui sont venus dire, ben voilà, moi,
J'ai connu les soins palliatifs par mon père, ma mère, machin, qui racontent un peu. Est-ce qu'il y a des... Alors, en 1 pour 1, par groupe de 10 par exemple, mais ceux qui le voulaient, je sais qu'il y avait des personnes en 1984 qui ont une maladie incurable, voilà, et qui étaient là pour une bonne raison. Il y a des personnes qui ont accompagné leur conjoint en fin de vie, voilà. Et donc il y avait des histoires de vie très diverses. Voilà. Donc ça, mais c'était surtout en petits groupes, en 1 pour 1. À la fin, la dernière session, j'ai une collègue qui a pris la parole pour remercier, parce qu'elle avait accompagné son père en fin de vie, que ça avait été extrêmement difficile, c'est elle qui avait tout porté toute seule, il y avait des souffrances pas possibles, et elle ne pouvait rien faire pour son père. Donc c'était un soulagement pour elle que la Convention citoyenne, entre autres, se porte vers l'ouverture de l'aide active à mourir. Et là, elle a fait son témoignage sur l'accompagnement. Voilà. Mais je pense que c'est un travail de colibri qu'il y a à faire maintenant, quoi. Tout doucement. En fait, les grands discours, c'est du 1 pour 1 qu'il faut faire, et c'est comme ça qu'on va prendre conscience de tout ce qui existe, de tout ce qui peut être fait. Et voilà, mais c'est du 1 pour 1 et c'est... Sur l'un des derniers dessins, j'ai vu le mot remède. La connotation remède. Vous savez c'était lequel ou pas? Sur l'un des derniers? Universaliste, je crois. Voilà, non, c'est marrant. Non, c'est encore là. Je suis désolé. Oui, la connotation de remède, par rapport au médical, c'est un petit peu. On arrête ici, on va dans des remèdes, on va remonter encore. Je sais que c'est pas. Non, c'était ça. Non, et puis là, c'était... je sais pas. Pourquoi ce mot-là a été choisi? On a beaucoup joué sur les mots. Voilà, je sais pas pourquoi ce mot-là a été choisi. Comme sur la question des plateformes, qui n'est pas de parler de soins palliatifs et de fin de vie dans l'état actuel des choses. On aurait pu trancher déjà pour donner un état actuel. Et dans cette question, les soins palliatifs ne sont pas évoqués. Alors que c'est aujourd'hui ce qu'il y a de présent, d'unique en France. C'est vrai, mais l'accompagnement de la fin de vie, je pense que c'est pas non plus, et ça ne doit pas être que les soins palliatifs. Voilà. Mais donc en fait, ça aurait été trop réducteur. Si je peux me permettre d'un peu de compléter, ce travail a été intégré dans le cadre d'un rapport du CESE qui est extrêmement volumineux, extrêmement documenté, où la fin de vie, la légalisation de l'euthanasie est un tout petit point abordé, alors que les soins palliatifs sont abordés sous tous les angles avec une documentation qui est extrêmement rigoureuse. Et je sais pas, le truc fait 27 pages, il va y avoir 3 pages sur la fin de vie et donc 24 sur les soins palliatifs, comment les améliorer, comment faire mieux, comment, etc. Donc c'est vraiment, c'est pas qu'une question de fin de vie cette histoire. Mais après, là je pense que pour la suite, en effet, Emmanuel Macron nous a dit qu'il y aurait probablement une ouverture, qu'il se portait favorable à une ouverture vers l'aide active à mourir. Toute la question derrière, ça va être dans le décret d'application. Ça veut dire quoi, une ouverture de l'aide active à mourir? Est-ce que c'est au sein des unités de soins palliatifs? Bon voilà, ce qui va changer beaucoup de choses. Ou alors, est-ce que c'est des services à côté, pourquoi pas au sein de l'hôpital, mais des services à part? Est-ce que c'est des associations comme Dignitas? Est-ce que en fait, c'est tout le décret d'application qui va être hyper important. Moi, c'est vrai que quand il a dit d'ici la fin de l'été, on va légiférer, il y aura un texte de loi, pardon. Waouh, ça a été, moi j'ai pris, ça a été violent pour moi et voilà, ça a été difficile. Mais en discutant avec un député, il me dit oui, mais le texte de loi il est écrit depuis très longtemps. En fait, c'est pas compliqué d'écrire un texte de loi. Ce qui est compliqué, c'est le décret d'application derrière, où là, en fait, il va falloir creuser un peu plus. Écrire les 5 lignes du texte de loi, 3 mois ça devrait faire quoi. Mais c'est tout le décret d'application, c'est comment ça va être mis en place et c'est ça qui est important en fait. Non, mais dans la loi il peut y avoir écrit euthanasie, il peut y avoir écrit suicide assisté, il peut y avoir écrit miraculeuse, il peut y avoir. Ah bah bien sûr, oui, bien sûr. Bien sûr, oui. Donc ça veut dire que c'est déjà fini. Mais après, c'est aussi. La problématique qu'on a, c'est que je pense que la Convention citoyenne, on a vraiment entendu
la question que ça posait encore, la question, c'est des petits mots, mais que ça posait aux soignants, enfin voilà, c'est un vrai problème, c'est un vrai sujet. Mais en fait, à côté, il y a des histoires de patients qui sont dramatiques. Et en fait, face à la souffrance des patients, des souffrances des familles, de tout ce qui va autour, en fait, tout le monde a entendu et tout le monde s'est laissé déranger par ce que les soignants ont dit. Claire Fourcade, elle a été très claire en disant, mais en fait, rendez-vous compte de ce que ça implique pour nous. Et en même temps, il y a des histoires qui pourraient ne pas exister s'il y avait la légalisation. Surtout lorsqu'on est privé de soins palliatifs. Bien sûr, non, mais bien sûr. Et il y a aussi toute la question de la liberté humaine, en fait. Pourquoi ne pas avoir le droit de... Ah ben, ça c'est une question philosophique, hein. Enfin, voilà, mais... Complètement. En fait, moi j'ai trouvé intéressant, il y a eu le professeur Jean-François Delfrécy qui parlait de mettre en opposition, enfin en questionnement, solidarité et autonomie. En fait, c'est ça, quoi. C'est l'autonomie de chacun et en même temps la solidarité de tous ensemble. Est-ce qu'on s'accompagne? Et en même temps, est-ce que accompagner, c'est pas aussi quand on dit, en fait là, je sais ce que ça implique, voilà, je veux en finir, je veux arrêter là. Cette fin de vie ne me convient pas, je veux pas la vivre. Enfin voilà, vous connaissez ça aussi bien que moi, c'est compliqué et en fait, il y a un besoin. Je pense que c'est pas pour ça que ça va être une ruée vers l'or, hein, mais si on peut appeler ça de l'or. Bon. Mais je pense que ça va apaiser certaines personnes. L'ouverture de l'aide active à mourir va apaiser certaines personnes en disant ok, maintenant j'ai le choix. Et quitte à ce qu'ils n'y aillent pas, enfin, il y a des études qui ont été faites aux États-Unis qui montrent bien qu'il y en a beaucoup qui ont la kill pill à la maison et qui ne l'utilisent pas en fait. Et qu'est-ce qu'elle devient d'ailleurs? Ah bah oui, ça il faut la rendre. Vous avez notifié qu'il y a une petite intéressée à la psychiatrie oui. Aux enfants. Oui. Dans quel cadre de cette loi? Bah en fait, c'était dans le discernement, la question du discernement. En fait, est-ce qu'une personne qui fait des tentatives de suicide, bon, on a bien compris qu'elle souhaitait mourir, qu'elle avait un désir de mort, mais à quel point son discernement est-il abouti en fait? Est-ce que c'est un désir de mourir ou est-ce que c'est un appel au secours? Et donc c'est là toute la problématique parce que les tentatives de suicide sont un symptôme de la maladie psychiatrique. Donc en fait c'est un sujet qui est quand même très compliqué. Est-ce que les souffrances réfractaires, on en parle en psychiatrie, donc l'incurabilité on en parle aussi en psychiatrie. Donc en fait est-ce qu'ils rentreraient dans le cadre d'une ouverture vers l'aide active à mourir, mais comment évaluer leur discernement? Comme celui d'une personne vulnérable. Exactement. Non, mais... parce qu'elle est malade. Exactement. Non mais bien sûr. Et donc pareil, la question des enfants, moi j'ai trouvé ça très intéressant parce que si je veux pousser le bouchon peut-être un peu loin, hein, mais pourquoi on entend la souffrance et la douleur des adultes et un enfant qui va dire la même chose, pourquoi on ne l'entendrait pas? Enfin, moi en fait, quitte à ouvrir aux adultes, j'en sais rien en fait. Pourquoi on n'entendrait pas la douleur d'un enfant et s'il dit je veux mourir alors qu'on parle beaucoup de la maturité des enfants malades, bon voilà. Mais cette question était exclue de notre réflexion? Non, elle n'était pas exclue, elle était en plein dedans. Mais en fait c'est hyper compliqué et il y en a qui disaient mais non, on ne touche pas aux enfants, c'est pas possible. Ouais, mais en même temps, enfin, on ne touche pas tout de suite, mais dans quelques années. Et en même temps, si on dit que les enfants ont une capacité une maturité, une capacité de discernement, voilà, bah pourquoi ils ne pourraient pas dire stop, en fait, je veux plus cette vie-là, hein, j'en sais rien. Ah bah bien sûr, oui, mais en fait, il paraît, il y a des experts qui nous ont expliqué que l'âge de la raison, ça pouvait être 7 ans. Hein. Donc, mais c'est une question qui est extrêmement compliquée. Et puis quand l'enfant dit oui, mais que les parents disent non, ou quand les parents disent oui, mais que l'enfant dit non, enfin, bon, c'est une question qui est extrêmement compliquée. Et là, pour le coup, on ne peut pas légiférer, en tout cas en l'état. C'est pas possible. Oui, mais si, voilà, on sait tous qu'en Belgique. Ah bah bien sûr. Voilà, maintenant c'est ouvert aux enfants, pour la psychiatrie, la fatigue de vie. Oui, en Belgique, c'est vrai que
la question de la Belgique, et c'est vrai que ça ouvre... C'est exactement ça. Je dis, si on entend les gens, on entend. Oui, en Belgique, il y a une personne, le médecin qui est intervenu nous a expliqué qu'une personne qui avait une DMLA, une dégénérescence de la vue, a accédé à l'aide active à mourir parce qu'en fait, elle était tombée, elle s'était cassé le col du fémur, en fait, stop quoi. Enfin, si elle voit plus rien, sa vie n'a plus le mérite d'être vécue. Donc en effet, c'est le risque et ça a été ce qu'on a énormément répété en fait. Attention, qu'est-ce qu'on fait des déviances, qu'est-ce qu'on fait de tout ça, et voilà, mais ça je vais pas vous expliquer. Hein. En tout cas, même si vous nous dites que vous avez votre opinion personnelle, on sent vraiment que vous avez été mis en confrontation avec différentes opinions et on sent dans votre discours une grande ouverture. Et merci pour ça, parce que, enfin, je veux dire, quand on est toujours dans le même milieu, machin, on a toujours le même discours. Et on sent vraiment chez vous que vous avez vraiment travaillé la question avec différentes opinions. Et on entend votre discours et c'est très ouvert. Ah, merci. C'était vraiment le but en fait, c'est que dans les 184, chacun avait raison de penser ce qu'il pensait quoi. Voilà. Et voilà. Merci à vous de l'avoir entendu. Merci. Je vais porter un message qui n'est pas forcément bon. Ouais.